Et là, je suis commencé à rentrer en réactance parce que, en fait, ça avait pas de sens, ce que je faisais. Tu vois, c'était vraiment le management juste à du chiffre, de aller, on paye un chocolat à celui qui fait plus de ventes. J'ai dit: «Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas faire ça de toute ma vie». Et je suis tombée, gravement malade. J'ai failli perdre un rein. J'avais des polypes sur les ovaires, mais c'était un carnage. Vraiment, mon corps hurlait, que j'étais en train de crever, en fait. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Quelle joie d'avoir Isabelle derrière mon micro. Elle est un magnifique exemple de résilience, qu'on peut écouter sa petite voix, et que malgré des maltraitances à l'enfance, un passage à la DAS, des études perturbées, on peut être aligné et oser vivre la vie qui nous correspond. En effet, après une année de droit, Isabelle obtient une licence de psycho pour finalement faire plaisir à son papa et travailler dans la banque. Isabelle n'étant pas à sa place, son corps lui a hurlé dessus jusqu'à faire un burn-out. Elle part alors faire le voyage qui va changer sa vie. Aujourd'hui, Isabelle est la fondatrice des Oracles d'Isa, conférencière et autrice de nombreux best-sellers. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Isabelle Serre. Bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Eh bien, j'ai choisi, la bague. Je suis une accro, de bagues et ça me représente beaucoup parce que j'en ai, une boîte, remplie et j'ai toujours au minimum une bague à chaque doigt et si j'ai pas de bague, je me sens toute nue et déstabilisée. Il me faut au moins une bague à chaque main, je veux dire. Comment tu l'analyses, le fait que tu aies besoin de ce réconfort au doigt? Eh ben, j'ai une passion pour les mains. Chez moi, il y a beaucoup de photos, de figurines de mains. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais j'ai toujours été fascinée par les mains. J'adore regarder les mains chez les personnes et ça m'apporte une forme de sécurité et surtout, je suis vraiment moi. Sans bague, il me manque quelque chose et c'est comme si j'étais pas totalement moi-même. Donc j'ai toujours besoin d'avoir au moins une bague à chaque main. Et j'aime bien regarder, j'aime beaucoup aussi les autres mains qui ont des bagues. Je passe beaucoup de temps avec les mains. Je suis très bizarre. On a tous notre... Moi, c'est les mains. En même temps, on parle plus en effet de fétichisme de pieds que de mains, donc ça va. Ça, par contre, je peux pas me lérer les pieds. Je déteste ça. Ok, donc tu seras pas réflexologue plantaire. Jamais. Je n'irai pas non plus voir une ou un réflexologue. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi en Normandie, une partie dans la Manche et une autre partie ensuite à Caen pour mes études. Et c'est l'endroit où je me sens chez moi. Et d'ailleurs, j'habite près de Caen aujourd'hui. Et quel type de petite fille tu étais? Alors, c'est assez compliqué pour répondre à cette question parce que malheureusement, j'ai pas pu être. On m'a pas laissé la place d'être une petite fille, hein. Moi, j'ai perdu très vite mon innocence et j'ai vécu beaucoup de maltraitance. Donc, j'ai été, on va dire, une petite fille qui essayait de survivre en fait et qui s'est énormément dissociée d'elle-même pour pouvoir survivre. Malheureusement, c'est dans une enfance, on joue, on s'amuse. Moi, c'était ce que je fais encore envie de ce soir, quoi. C'était pas ouf comme ambiance. T'avais quel âge quand tes parents ont divorcé? J'avais 5 ans. Et t'as des souvenirs du coup de cette époque-là ou c'est ressorti plus tard? Parce que souvent on dit que quand on a des traumatismes, on est complètement anesthésié et on s'en rend pas compte tout de suite et que parfois ça ressort. Ah non, parce que moi, le drame de ma vie, c'est que je suis hypermnésique. Et j'appelle ça un drame parce que ma mémoire du coup traumatique peut être très forte. Et la grande différence entre une mémoire classique et une mémoire traumatique, c'est que la mémoire traumatique, t'as pas la notion de distance
T'as pas la notion de distance, c'est-à-dire que les souvenirs, c'est comme si tu les revivais là, ici, à l'instant T. Donc ça, bon, bah, une bonne psychothérapie fait pas de mal, quoi, pour gérer tout ça. Mais non, moi, mes premiers souvenirs, je me rappelle, j'ai 1 an et demi où je suis dans la chaise haute. Et moi, c'était l'époque, tu sais, de la cervelle de mouton dans les petites barquettes en plastique, là. Et je me revois ma mère me donner ça à la cuillère, le bruit de cette petite coupelle en plastique, le goût dans la bouche, ça me dégoûte. Et non, non, j'aurais voulu limite avoir des amnésies, mais j'en ai pas, quoi. Ouais, bah, tu te rappelles vraiment de tout, sachant que du coup, t'as été entre chez tes parents, enfin chez ta maman, après chez ton papa et après du coup, finalement, t'es allée chez tes grands-parents, c'est ça? C'est ça, j'ai aussi eu une étape à la DAS. J'ai été en foyer et j'ai été chez ma grand-mère quand mon père a fait son deuxième divorce. Bon, mon père, il m'a toujours dit de pas me marier, mais il a divorcé beaucoup quand même. Donc je me marierai jamais, moi personnellement. Je n'ai pas une belle vision du mariage. Et mon salut, ça a été à mes 17 ans et demi quand je suis partie en fait. J'ai travaillé tout un été pour pouvoir payer mon premier appart, les premiers meubles, et puis je suis partie. Je suis partie à l'université faire mes études à Caen. T'es resté combien de Ça a temps à été la DAS? une résolution. Je suis restée 2 ans. Ouais, c'est long. Oui et non, ça a été très salvateur. Je pense que cette période-là m'a sauvée parce que j'ai vu que j'ai jamais été une enfant, je ne savais pas du tout quelle était ma place. Moi, mon surnom, faut savoir, quand j'étais plus jeune, c'était aimable, mais pas parce que j'étais sympa, hein, c'est parce que tu pouvais pas t'approcher de moi, je te mordais en fait. Et ça m'a permis quand même de recréer une sécurité. C'est des trucs qui peuvent paraître basiques, mais c'est pouvoir dormir en paix, qu'on vienne pas m'embêter la nuit, qu'on puisse respecter mon intimité, mon corps, mes pensées, que je puisse m'exprimer. C'est là où vraiment j'ai commencé à la DAS, bah, tout de suite en lui devant un psy, en disant: «Ouh là, donc tu des problèmes». Et non, en vrai, ça a été très salvateur. Je remercie cette période-là, mais c'est assez triste parce que pourquoi j'étais à la DAS, c'est parce qu'à la nuit le soir de Noël à 24 décembre, j'ai fugué de chez moi pour aller à la police en disant: «Sauvez-moi parce que je vais mourir en fait, T'avais quel âge? tu sais, j'avais 14 ans». Ouais. Donc voilà, le jeudi soir de Noël. Pour ça, j'ai pas non plus une très grande appétence pour Noël. Ouais, tu m'étonnes. Et est-ce que tu avais malgré tout, petite, des rêves en disant plus tard, Ah mais moi, ce qui m'a sauvée, c'est de me visualiser adulte, vraiment. Quand j'étais petite, je me visualisais chez moi, tranquille, dans mon appart. J'avais vraiment chaque nuit, je décorais l'appartement et je me visualisais seule où on me laissait tranquille. Ça a été très salvateur, tout ça. Après, le fait de toujours me visualiser seule, je me suis pas rendu compte que j'étais en train de construire un mur énergétique entre moi et les autres, et j'ai mis du temps à le casser, ce mur-là. Mais non, non, moi je rêvais que d'une chose, c'était me tirer de mon indépendance en fait. ouais. Savoir Et qu'à un moment je serais tranquille, je m'attendais que ça, hein. et comment ça s'est passé du coup ton parcours, scolaire? Et ben, j'ai fait une première année de droit parce que je voulais être juge pour enfants, logique, hein. Et j'ai pas du tout aimé l'univers du droit. On me disait: «Non, non, vous allez rentrer dans un moule», et j'ai dit: «Ouh là, ça me plaît pas trop». Et puis c'était très dur, l'ambiance était, c'est très compétitif, donc après, et puis je me suis rendu compte que, bah, j'allais tourner en boucle sur mon passé aussi, avec ce métier-là. Donc bah, je suis rentrée en psycho et j'ai fait une licence de psycho. Donc pareil, moi j'avais besoin de comprendre pourquoi, on m'avait fait autant de mal en fait. Parce que, bah, quand j'étais les enfants, on a des petites têtes de poupons, on est tout mignons, comment ça se fait que vous m'avez marché dessus comme ça en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête en fait? Et ça a été très salvateur, mais bon, de base, je voulais aller jusqu'au master, mais je travaillais à côté parce qu'évidemment, j'ai jamais reçu aucune aide, hein. Moi, tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. Donc, c'était très fatigant. Et puis, à cette époque-là, mon père qui travaillait dans la banque voulait que je suive le chemin du papou.
et j'ai fait un contrat de professionnalisation, à la banque et je suis rentrée, dans la banque. Mais là, mon projet, c'est de reprendre mes études, par exemple de psycho. Je voudrais Super, passer, aller, ouais, trop bien. au doc parce que j'ai une passion pour tout ce qui est thérapie cognitive comportementale, les fameuses TCC. Je trouve que ça va très bien avec l'univers spirituel. Les deux vraiment combinés ensemble, c'est hyper top. Moi, ça a été très salvateur pour moi. Les études scientifiques en plus sont également ont de très bons résultats et pour les personnes traumatisées comme moi, si je peux les aider encore plus, bah pourquoi pas quoi. Génial, hein. Ouais, j'en parlais hier, j'ai interviewé Julien Perron, je ne sais pas si tu le connais, il me disait que lui venait d'interviewer, je crois que son nom c'est Isabelle Cory, et qui avait fait un reportage justement qui expliquait scientifiquement beaucoup de choses qui étaient justement du l'ordre du magnétisme, de la spiritualité, et que aujourd'hui il y a de plus en plus en effet d'études qui prouve que ce qu'on ressent, c'est matériel entre guillemets. Oui, bah, de toute façon, on est des êtres complexes. Le cerveau est un organe, complexe, tu vois? On a quand même, appris qu'on avait, des cellules cérébrales, dans les intestins. Donc avant, on mettait d'ailleurs toute la conscience, ici, alors qu'au final, c'est tout le corps. Donc ouais, aujourd'hui, moi j'ai un peu de mal, avec cette phrase: «Ça n'existe pas». C'est non, c'est pas scientifiquement prouvé. C'est il y a une énorme nuance, dans cette phrase, dans la Ça. différence des 2 phrases. Donc c'est important, admettre que c'est pas pour l'instant scientifiquement prouvé, OK, me balancer que ça existe pas, tout doux, quoi. Et encore pour certaines choses, tu vois, justement, on en parlait, ce que je disais hier, ce que j'avais découvert il y a pas longtemps, c'est que les magnétiseurs ont des cristaux ferromagnétiques en eux, comme avec un taux très très élevé, comme finalement les pigeons voyageurs, les oiseaux migrateurs. Et c'est ce qui, du coup, pourrait expliquer le fait qu'il y ait un magnétisme, entre autres. C'est passionnant, c'est Ouais, passionnant, hein. c'est. Mm. Et donc, du coup, tu commences à la banque. Comment ça se passe? Bah, au tout début, bien parce que, moi je l'ai encore un petit peu, mais j'ai le syndrome du bon élève et puis en plus j'étais la fille d'eux, et mon père a une très, très belle carrière au sein de la banque, donc il avait un poste, à responsabilité. Donc très, très bien. Au tout début, voilà, surinvestissement à fond, mais dans ça, c'est mon caractère. Et après, en fait, je suis partie, en Bretagne, parce que j'ai commencé en Île-de-France et je suis partie en Bretagne et je suis tombée sur, un management très, archaïque, un système informatique, pardon du terme, mais nul à chier. Et là, je suis commencé à rentrer en réactance parce que, bah, en fait, ça avait pas de sens, ce que je faisais, tu vois? C'était vraiment le management juste à du chiffre, de aller, on paye un chocolat à celui qui fait le plus de ventes. J'ai dit: «Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas faire ça de toute ma vie» et je suis tombée, gravement malade. J'ai failli perdre un rein. Je me suis tapé 3 ulcères à l'estomac, je faisais des pyélonéphrite à répétition. On commençait à me parler de dialyse pour un rein, hein. J'avais des polypes sur les ovaires, mais c'était un carnage. Vraiment, mon corps hurlait, que j'étais en train de crever, en fait. Et puis un jour en réunion, j'ai pété les plombs et j'ai insulté mon directeur en pleine réunion, parce que, bah, ras-le-bol quoi, je pense un petit burn-out des familles, hein. Vraiment, ça n'a plus aucun sens, ce que je fais. Et suite à ça, je lui ai demandé, 1 mois de vacances. Donc il m'a dit que c'était pas possible. J'ai dit: «Bah, écoutez, c'est soit ça, soit un mois d'arrêt maladie, c'est comme vous voulez, moi je m'en fous». Et il m'a donné 1 mois de vacances et en fait, j'ai pris un billet aller-retour pour la Thaïlande et puis je suis partie, 1 mois toute seule en Thaïlande et ça peut paraître un peu cliché, bon, genre, mange-prière, mais vraiment ça a été, hyper, salvateur, ce voyage puisque déjà d'une part, j'ai rencontré mon ange gardien là-bas, et surtout, bah, je suis rentrée et j'ai démissionné, quoi. Et j'ai créé les oracles d'Isa. Alors au tout début, je pensais pas du tout, pouvoir, vivre de ça, donc j'ai passé mon concours infirmière que j'ai eu. Hem, j'ai validé la première année. Après je pensais faire un report parce que j'ai dû déménager et cetera. Puis en fait, j'ai jamais repris mes études d'infirmière parce que, les oracles d'Isa a pris, toute la place, dans ma vie, quoi. Et quand tu dis que tu as rencontré ton ange gardien, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ah mais ça je crois que c'est l'expérience spirituelle, la plus, marquante de ma vie et vraiment j'ai pas hâte de le rencontrer de nouveau parce que non mais on oublie en fait que,
notre taux vibratoire et qui nous sommes qu'imperfection. Alors que dans moi, mon ange gardien, et même on a tous un ange gardien, ils ont un taux vibratoire extrêmement fort. Eux, ils sont amour inconditionnel. Nous, on ne l'est pas. Ce qui fait que supporter leurs énergies, mais c'est le corps souffre. Et pour ça que j'ai pas hâte de le revoir comme ça, parce que moi, j'ai toujours, j'étais persuadée que j'allais mourir. En fait, c'était la troisième nuit, donc je suis arrivée, j'étais à Bangkok. Je comprenais rien de l'accent thaïlandais, anglais. Je comprenais pas. J'avais pris la nuit, les premières nuits dans la rue la plus touristique de Bangkok. J'arrivais pas à dormir. Dès que je sortais, il y avait plein de rabatteurs partout, parce que j'avais mes 18 bracelets de citronnelle, donc je puais la touriste, quoi. C'est le cas de me le dire. J'arrivais pas, j'avais peur de manger parce que j'avais peur d'être malade, parce que j'avais lu le guide du retard, j'ai dit attention, faut pas manger que ça et ça, enfin bref. Et, et en fait, je me suis dit, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Bangkok, dans le noir, en me disant, mais écoute Isa, tu vas pas tenir un mois comme ça, en fait, demain tu rentres. Alors que j'étais partie en disant, moi je m'en vais à moi, j'avais désactivé mon compte Facebook, j'étais partie sans téléphone, vraiment, mais je me rappelle, ma meilleure amie d'époque, elle m'avait dit, écoute, Isa, il y a une différence entre courage et inconscience. Et donc, je m'endors vraiment désespérée en disant, bah voilà, demain, je rentre, c'est fini, je suis qu'une merde, quoi. Et alors que je suis couchée dans le noir, la pièce, elle s'illumine hyper fort. Et alors que je suis couchée comme ça, je vois à 360 degrés. Donc là, je me dis clairement, Isabelle, tu es en train de faire un AVC, tu vas mourir à Bangkok, on va retrouver ton corps pourri dans 15 jours, ça va être un carnage, cette histoire. Et en fait, je vois une énorme lumière rentrer dans ma tête et ma tête qui se met à vibrer. Et c'est ça, c'est vraiment pas agréable. Ma tête, mon corps vibre de partout et je lui dis, bah voilà, je fais un AVC, je suis en train de mourir, c'est le tunnel. Et, et alors que la lumière était hyper forte, j'arrive à ouvrir les yeux et je vois une énorme silhouette devant moi. Je vois pas sa tête, mais vraiment je vois les plumes, une armure dorée. Et ce qui m'a énormément marqué, c'est sa voix. Alors il faut savoir que j'avais pas pris de drogue, j'étais pas déshydratée, Pas des hallucinations. voilà, c'était vraiment normal. Parce qu'on m'a proposé des trucs bizarres en Thaïlande. Mais du coup, et c'est sa voix vraiment, parce que c'est pas une voix dans ma tête, c'est une voix que j'entendais. Et c'était cette voix très grave qui me dit, écoute Isabelle, je suis ton ange gardien. Bah, je dis, bah voilà, bon, je meurs, hein, c'est fini, on vient me chercher. Et il m'a dit, ça fait des semaines que j'essaye de rentrer en contact avec toi. Tu es têtu, tu n'écoutes pas. Moi, j'ai pas quoi tu parles. Et il me dit, il fallait que tu sois dans un état de désespoir profond pour que je puisse rentrer directement en contact avec toi. Et il me dit, ne rentre pas en France, quitte Bangkok, va dans le nord de la Thaïlande, ta vie va changer et tu vas aider des centaines de personnes. Et il s'en va. Et quand il s'en va, eh ben, je retourne dans le noir, mon corps et ma tête ne vibrent plus. Et là, vraiment, je me mets à pleurer parce que pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti l'amour inconditionnel, le fait que quelqu'un m'aime autant pour qui je suis. Et ça m'a bouleversée. Et pendant je sais pas combien de temps, en fait, je me suis levée et j'ai tourné dans ma chambre en disant: «Je suis pas folle, ils existent vraiment. Je suis pas folle, ils existent vraiment. Je suis pas folle, ils existent vraiment». Et le lendemain, à 6 heures du matin, j'étais à la gare et je quittais Bangkok et je partais dans le nord de la Thaïlande et ça a été un mois magnifique où j'ai fait plein de rencontres. Ça m'a changé, en fait, ce voyage-là. Et tu disais, du coup, donc tu as lancé les oracles d'Isa. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert les oracles et comment ça t'est venu l'idée d'en créer? Alors les oreilles, je les ai rencontrés, j'avais 18 ans. J'ai l'oracle des questions de Gérard Barbier. D'ailleurs, je l'ai rencontré en vrai l'année dernière à Brocéliande. J'étais vraie fan. J'étais mon mythe. Et ça a changé ma vie parce que bah ça donne. À cette époque-là, j'avais l'impression que je pouvais en plus que subir les choses. Et là, je me suis dit waouh, je peux avoir la main sur quelque chose, c'est trop bien. Donc de fil en aiguille, j'en ai eu énormément. J'en ai eu plus de 150 oracles. Ah oui, c'est Ont malheureusement brûlé dans un incendie.
Et moi, quand j'ai créé les oracles d'Isa, en fait, voilà, je tirais les cartes, quoi, Madame Irma, je tirais les cartes. Et je me suis rendu compte que moi, je cherchais, pareil, toujours le syndrome du bon élève, à être bien précise, etc. Pas être dans l'effet Barnum et dire des banalités, vraiment donner des informations qui ont du sens et qui soient précises. Et le but était vraiment d'aider les personnes, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je les aidais pas et que je créais de la dépendance et que les personnes, au lieu de prendre des décisions par elles-mêmes, elles attendaient d'être au téléphone avec moi. C'était à moi de prendre les décisions pour les gens. Alors je me dis, déjà prendre des décisions pour moi, des fois c'est chaud. Alors si en plus je les prends pour tout le monde, ça va être compliqué. Puis je me suis dit, c'est pas mon karma, quoi. C'est mauvais karma c'est un peu sectaire ce truc-là, c'est un peu gourou. Donc, et puis je me suis dit, mais attends, moi j'ai de l'intuition, mais tout le monde a de l'intuition, ça s'apprend. Ce qui est important, c'est de le travailler, de s'écouter, de se faire confiance. Donc, c'est là où, vu que la première question qu'on me posait tout le temps lors des consultations, c'était la question sentimentale et après professionnelle, c'était comme ça que j'ai créé mon premier oracle chakra du cœur en auto-édition parce que je voulais casser un peu ce cercle infernal de dépendance et c'est Isa qui va me dire quoi faire. Moi, ça me mettait hyper mal à l'aise, quoi. Comment t'en es venu du coup d'ailleurs à l'étape du coup avant l'oracle de qu'on te consulte, tu te présentais comme quoi? J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça parce que, en fait, je tirais déjà les cartes pour des amis qui ensuite en parlaient à leurs amis. Il y avait un bouche à oreille incroyable. Après, j'ai créé ma page Facebook, après mon compte Instagram. Mais on va dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je me suis lancée, la clientèle, on va dire, elle était déjà là. Et, limite, elles attendaient que ça, en fait, que je sois me professionnalise pour plus faire ça en soirée et que ce soit Donc tu te davantage. présentais comme tireuse de cartes? Comme Oui, c'est ça. ouais, Je faisais aussi alors, moi, je préfère maintenant dire des travaux énergétiques que soins énergétiques. ouais. Euh, donc, ouais, j'utilisais énergéticienne plus que cartomancienne. Ça passait mieux. Ouais. Mais parfois il faut choisir. Ça, on sait que ça veut dire la même chose, mais aux yeux du grand public, ça peut faire moins peur. Pour Et comme éviter, ouais, oui, pardon. parfois. Vas-y, vas-y. C'est pour éviter parfois des questions un peu reloues, quoi. Toi, maintenant, je dis, voilà, j'écris des bouquins et je donne des conférences. Allez, bisous. Ouais. Et comment t'as découvert du coup que t'avais un don de magnétisme, d'intuition? Alors moi, perso, je crois pas forcément aux dons. Je pense qu'on a toutes et tous cette capacité-là, que tu décides ou non de travailler. Hem, tout ce qui est ressenti, j'ai toujours été petite, je voyais des gens que d'autres ne voyaient pas. J'étais au courant de choses dont j'étais pas censée savoir. Quand quelqu'un mourait, il venait me prévenir dans mon sommeil, donc je le savais avant que la famille le sache. Ça, j'ai des expériences comme ça, j'en ai plein. Et c'est vrai que capacité de magnétisme, en fait, à chaque fois que je rencontrais des personnes, on va dire un peu connectées, ils me disaient: «Tu as des capacités de magnétisme». Je dis: «Mais tu vois, je vois pas du tout de quoi tu parles». Et moi, j'avais un lien très fort avec mes 2 grands-mères. C'était d'ailleurs un grand drame quand je les ai perdues. Je suis restée 10 ans bloquée dans le déni, consenti, je le savais, hein, mais ça doit être bien. Et un jour, ma mère m'appelle, et elle me dit: «Écoute, ta grand-mère est malade». Voilà, ma grand-mère, elle faisait même pas 40 kilogrammes, elle était sur son lit d'hôpital sous oxygène, soins palliatifs, quoi. Donc elle me dit: «Écoute, c'est le moment de venir lui dire au revoir». J'avais 25 ans à cette époque-là. Et et du coup, je vais à l'hôpital pour lui dire au revoir. Et moi, c'était impossible que je puisse dire au revoir à ma grand-mère, en fait, c'était inconcevable. Et à un moment, je dis à tout le monde de sortir de la chambre, je sais même pas pourquoi je fais ça. Je prends ses mains, je regarde le plafond et je dis: «Vous me dites que j'ai des capacités magnétiques, prouvez-le». Et je prends les mains de ma grand-mère, mes mains deviennent rouges écarlates. Ma grand-mère elle me dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Je dis: «Je sais pas mamie, je sais pas». Et 10 minutes après, j'enlève mes mains, je vois que, c'est pas ma grand-mère elle est toujours sous oxygène, il s'est pas passé grand-chose. Et donc je l'embrasse en pensant vraiment que c'est la dernière fois que je la vois, et je rentre chez moi. Et en fait, 2 jours après, ma mère m'appelle en me disant: «Mais écoute, qu'est-ce que tu as fait à ta grand-mère?» J'ai rien fait. Elle me dit: «Bah si, tu as bien dû faire quelque chose puisque, ta grand-mère rentre chez elle, les médecins parlent de miracle et ta grand-mère fait que dire que tu es un ange.
Waouh. Et donc ma grand-mère est rentrée chez elle. Euh, alors attention, j'ai jamais sauvé le cancer ou quoi, ok, c'est avec le magnétisme, hein. Là, je te parle vraiment de l'expérience. Je pense que c'est la force Non, mais d'amour, en après, fait. ouais, il y avait l'amour. C'est. Après, tu. Moi, quand j'ai à l'amour. Mm. Et ce qui est fou, c'est que 5 ans après, donc ma mère me rappelle de nouveau en me disant, écoute, là, Isa, je pense que c'est vraiment la fin. Et ma mère me dit, pourtant ma mère, vraiment pas du tout culture là-dedans, quoi, hein. Elle me dit, écoute, fais quelque chose parce qu'elle souffre énormément. Ça, c'était le 5 décembre, faut savoir que moi je suis née le 6 décembre. Et donc je me connecte à ma grand-mère, et ma mère m'appelle, elle dit, écoute, je sais pas ce que tu viens de faire, mais elle vient de tomber dans le coma. Et j'ai supplié ma grand-mère de ne surtout pas partir le 6 décembre. Je l'ai suppliée et elle est partie le 8. Voilà. Et ma grand-mère voulait pour la petite anecdote aussi, pourquoi je l'ai été dans le déni, c'est que ma grand-mère voulait absolument que je l'appelle. J'ai été incapable de l'appeler parce que là, je savais qu'entre guillemets, que j'allais pouvoir rien faire et je pouvais pas avoir cette vieille dame agonisante au téléphone. Donc, j'ai pas réussi à l'appeler et je suis allée encore plus loin dans l'autopunition. C'est-à-dire que je suis même pas allée à son enterrement Ah ouais. parce que écoute, t'as pas été là quand elle voulait, tu l'appelles, mais pourquoi tu iras à son enterrement et j'y suis pas allée. Et ça a favorisé le déni pendant 10 ans. Exactement. Ouais. Et tu t'es formée au magnétisme ou finalement c'est naturellement t'as réussi à trouver ce qui fonctionnait pour toi? Ah non, moi j'ai appris en faisant des conneries, hein. C'est-à-dire, j'ai pas fait de formation, mais j'ai appris sans m'en créer. Donc du coup, j'étais dans le magnétisme négatif et j'ai plongé sans mettre de limite. Non, non, ouais, Sans te comme ça, protéger. voilà, j'ai appris en faisant des conneries, en faisant tout ce qu'il faut pas faire. Ouais, du coup, petit message pour ceux qui veulent, qui sentent qu'ils ont quelque chose à explorer, apprendre pour se protéger. Mm. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut se faire beaucoup de mal en voulant faire du bien. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, on peut pas non plus sauver des personnes qui n'ont pas envie d'être. Bon, déjà, on peut pas sauver tout le monde, et puis on peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'aide. Ça, c'est sûr. Après, le magnétisme, moi, je me suis rendu compte, par exemple, c'est tout bête, c'est que, bah, c'est une boîte à outils que tu donnes et surtout, c'est un chemin qui se fait des 2 côtés. Mm. C'est-à-dire que toi, tu as une boîte à outils et tu fais la moitié du chemin, vers la personne, mais si la personne, elle fait pas la moitié du chemin vers toi, il pourra rien il se passera rien, en fait. C'est sûr. Et donc là, du coup, donc tu lances les oracles, ça cartonne. Tu commences à être édité. Oui. Ouais, ouais, ouais. Puis, bah, après, c'est parti en sucette, quoi. Il y avait je sais pas combien. En fait, l'oracle Chakra du cœur, quand on l'a fait en auto-édition avec ma meilleure amie, je me suis dit: «Vas-y», on avait fait ça avec la campagne Ulule, tu sais, le crowdfunding pour financer, des projets et je me suis dit: «Bon, bah, franchement, si on en fait 100 en 1 mois, si on en vend 100, c'est incroyable». J'en ai vendu 100 en 12 heures. J'ai dit: «Ouh là, c'est quoi ça?» Donc on en a vendu, 2000 en tout en auto-édition et c'est comme ça, en fait, qu'on a été remarqué par, Guillaume Trédaniel et où, du coup, bah, l'aventure des oracles a commencé avec la collection des 4 premiers. Puis après, il y en a eu j'ai arrêté c'est comme les tatouages, j'ai arrêté de compter. Après, beh, je suis bien, quoi. Comme les tatouages ou les bagues. C'est ça, j'ai arrêté de compter. Et depuis, du coup, t'as écrit un certain nombre de livres. Oui, j'ai écrit moins de livres que j'ai créé l'oracle, mais ouais, ouais, bah, les plus impactants, pour moi, c'est le guide du Lightworker que j'ai écrit pendant le premier confinement. Donc c'est un beau bébé de 500 pages, hein, il fait 2 kilos, je l'appelle Patrick, moi, perso. Et donc ça reprend les concepts et les principaux concepts et outils spirituels. Heu et puis, bah, après il y a les agendas avec, les guidances. Il y a aussi eu les nombres boussoles, pour comprendre, les messages qu'on peut voir derrière des signes qui se présentent sous forme de chiffres ou de nombres, entre 1 et 9. Et puis, il y a eu la méthode, le pouvoir insoucier tes blessures et tes blocages. Ça, c'est vraiment ce qui est très important pour moi aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'en fait, dans la spiritualité, on peut, chercher, à vouloir se libérer de tout.
et chercher un peu cette perfection intérieure, émotionnelle, énergétique. La perfection, elle fait pas partie de ce monde. Moi, je connais des gens qui prétendent être parfaites, c'est parfait, et les gens qui le soient vraiment, je me permets d'émettre de forts doutes. Mm. Moi, la première. Donc, du coup, on peut se faire énormément de mal parce qu'on peut, en fait, c'est parfois, tu sais, c'est un peu comme quand tu quittes une dépendance pour une autre. Bah, parfois, toi, je sais pas, t'as de la dépendance affective que tu as quitté pour de la dépendance spirituelle, en fait. Un boulot horrible avec des injonctions à des rituels spirituels. Tu vois, tu quittes la peste pour le choléra. Et ça fait énormément de mal parce que ça crée de la dépendance, de la solution, puis ça enferme dans la spirale d'engagement. C'est-à-dire qu'après, faire marche arrière, ça peut être compliqué. Et pour moi, s'il y a une liberté qui existe quelque part, et au moins s'il y a une clé du bonheur, c'est de s'accepter tel qu'on est. Mm. Accepter ses parts d'ombre, en fait, c'est normal d'en avoir. Donc c'est en ça qu'il y a eu le livre Ma méthode, le pouvoir insolutionné de tes blessures et tes blocages, qui a été suivi par le dernier, le shadow work, le travail de l'ombre. Qui est très beau. Il est très... alors, je l'ai pas complètement fini, mais ouais, il est graphiquement, il est beau, il est, enfin, et c'est drôle parce que le jour où j'ai reçu ton livre, j'en ai reçu un autre qui a qui a le même nom. Je sais pas si tu avais vu. Que j'ai inventé, hein, ça vient de Jung. Mm. Euh, et c'est vraiment aller à partir à la rencontre de soi. Donc je sais qu'au mois de janvier, il y a eu plusieurs ouvrages en même temps que le mien qui sont sortis. Ça, c'est aussi alimenté par la course des maisons d'édition, Ouais. parce que ça a eu un vrai impact, ça a été un vrai phénomène. Là, c'est un vrai phénomène actuellement outre-Atlantique. Ça n'a pas forcément le même impact pour l'instant euh, en Europe, mais parce que c'est normal. Moi, on invite les gens à aller regarder des choses qu'ils veulent pas voir, donc ça prend du temps, c'est complètement ok. Suite, comme je disais, hors antenne, en fait, au lancement du podcast, j'ai créé un programme que j'ai assimilé à un bilan de compétences pour justement faire en sorte qu'il soit finançable par le CPF. Et justement, j'ai un chapitre vraiment consacré sur le travail de l'ombre, accepter son ombre, parce que ce que j'ai compris, c'est que tant que tu n'acceptes pas ton ombre, il va prendre toute ta lumière. Et c'est vrai que c'est un truc qui est plus ou moins facile pour les personnes. Donc, je suis heureuse de pouvoir maintenant partager ton livre en ressources supplémentaires pour les personnes où le chapitre ne leur suffit pas, parce que c'est vrai que quand on sait quelle est son ombre, ça change tout en fait. Ça nous permet de pouvoir nous aimer vraiment entièrement, même si on est en effet imparfait, parce qu'on est tous imparfaits. Bah, l'imperfection est belle en vrai, parce que moi, c'est pareil, j'ai toujours été fascinée par les cicatrices. Je trouve que les cicatrices, les rides, ça raconte des histoires. Ce truc tout bête, hein, moi j'ai jamais été attirée par les corps hyper musclés, hyper, tu vois, les accros de salle de sport. Moi je baffe pas devant, ça me ni chaud. La perfection ne me plaît pas. Tu vois, par exemple, je suis en train de rénover ma maison. J'ai une vieille maison en pierre qui a plus de 200 ans. La rénovation, il y a entre guillemets, au tout début, les entrepreneurs disaient, bah, ça, on peut pas réparer, c'est un peu bancal parce que c'est la structure de la maison. Je dis, mais laissez ça bancal, je vous en supplie. Donc, les murs, on a restauré les pierres, donc des fois, c'est pas droit, les poutres, pareil. Mais je passe des heures à regarder ma maison. Moi, par exemple, j'ai jamais été attirée par les maisons neuves. Un mur bien droit, bien blanc, bien lisse, ça me parle pas du tout. Donc, j'aime l'imperfection. Je trouve que c'est beau, en fait. C'est très beau. Comment t'écoutes ton intuition? Bon, mon intuition, elle passe beaucoup par le corps et par les émotions, mais aussi beaucoup par les actes manqués. C'est un truc tout bête. Je dois aller quelque part et je retrouve pas les clés de ma voiture. Ou sinon, je les ai rangées 3 minutes avant dans un endroit hyper spécial où je les range jamais. J'irai pas à l'endroit où je suis censée aller. Ça se passe beaucoup par le corps, donc ça va être des ressentis, soit positifs ou négatifs, des émotions, mais beaucoup, ouais, par des actes manqués. Si j'ai un truc dans la main et je me dis: «Pourquoi j'ai ça?» Je veux pas le reposer, en fait, je vais le mettre dans la poche, hein. Ça va me servir à un moment, non, mais c'est vrai, hein, ça va me servir à un moment ou à un autre. Si je me retrouve dans une pièce, pareil, je vais me dire: «Attends, pourquoi je suis là, là?» Et il y aura toujours, mais toujours. Si je dis un mot à la place d'un autre, pareil.
les actes manqués, j'y fais très attention. Comment tu célèbres tes réussites? J'ai beaucoup de mal, à célébrer mes réussites parce que, de par mon passé, j'ai un joli syndrome de l'imposteur. Donc j'apprends à le faire en disant, en me disant: «Moi, je suis fière de moi», du coup, beaucoup en dansant aussi. J'aime beaucoup, danser et puis, créer des moments privilégiés avec des personnes de cœur comme ma meilleure amie, où on va aller se faire un beau resto et puis on va trinquer, quoi. J'apprends. Il y a quelque chose qui me marque beaucoup et je trouve ça super, c'est que tu as encore des relations avec tes parents malgré ton enfance compliquée. Alors j'ai plus du tout de relation avec ma mère. J'en ai fait, c'est moi qui ai mis un terme, à cette relation parce que, elle n'est pas capable de se remettre en question, elle n'est pas capable de demander pardon, elle n'est pas capable non plus de se mettre en tant que parent faillible. C'est toujours la faute des autres et blablabla. Bon allez, c'est bon. Hem, donc j'ai fait le deuil, en fait après l'incendie, voilà, elle a encore merdé après l'incendie. Et ça a impacté indirectement mon fils et en fait, je me suis dit: «Waouh, elle peut me blesser, mais elle peut aussi blesser maintenant mon enfant» et là, mon côté, louve a pris le dessus et du coup, j'ai dit: «Bah non, en fait, stop». Mon père m'a jamais fait de mal. Mon père, travaillait beaucoup, donc il était pas forcément là, mais après, il travaillait aussi beaucoup, parce qu'il avait une famille de 5 enfants, et après de 7. Donc je lui en veux pas du tout. Pardon? Tu es l'aîné? Non, moi je suis au milieu, vraiment à la place, d'une des personnes. Et il m'a demandé, il a présenté ses excuses, le papou, donc je lui ai pardonné. Mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes. J'ai pardonné par exemple à mon beau-père, qui pourtant mon premier beau-père qui m'a fait des choses atroces, mais parce que, j'étais pas la chair de sa chair, tu vois? Ma mère, a laissé faire énormément de choses, elle le savait très bien. Et ma mère encore aujourd'hui, je travaille encore la colère que j'ai contre elle parce qu'il me reste encore de la colère. Parce qu'en fait, malheureusement, cette colère, elle s'est amplifiée quand je suis devenue moi-même maman. Je me suis dit: «Mais comment tu as» je lui ai déjà posé la question, mais elle est pas capable de répondre. «Mais comment tu as pu en fait?» Et le fait que je sois la chair de sa chair, heu, mon beau-père, je lui ai pardonné, mon père, je lui ai pardonné. Ma mère, c'est en cours. C'est pas que je veux pas, c'est que, il y a encore énormément de colère en fait aujourd'hui. Ouais. Donc je prends pas le temps de lui exprimer. Pour elle, j'ai que de l'indifférence. Elle reviendra jamais dans ma vie. Elle vit sa vie, tranquille et je lui souhaite le meilleur du monde, hein, mais loin de nous. Mais c'est cette colère intérieure que j'apprends encore à canaliser Mmh. pour qu'elle devienne une colère douce, en fait. Ouais. Excuse-moi, attends, je sens que j'ai un éternuement qui me chatouille le nez. C'est peut-être un peu de colère. Ça fait écho à quelque chose? C'est quoi pour toi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est se sentir bien à sa place et que ses besoins, soient répondus et que ses limites soient respectées. Ouais, si je peux te donc pour moi, il y a une définition de la réussite d'ailleurs, elle est passionnante ta question parce que je pense qu'à chaque fois, il doit toujours avoir une réponse, différente et moi, ma réussite personnelle, c'est que, j'arrive à être moi-même, j'arrive à m'épanouir, hem, j'accepte qu'on m'aime. Ça a été aussi un gros travail et puis j'ai mon chez moi, c'est ma maison là, c'est mon premier achat. Pour moi, c'est la maison dans laquelle, je veux vieillir et mourir. Hem, c'est ma zone de sécurité. J'ai jamais eu de zone de sécurité parce que pareil, quand mes parents, plus jeunes, ont été ballottés à droite, à gauche, tu sais, le schéma classique d'utiliser les enfants dans des divorces, enfin bref, ce qu'on peut malheureusement encore voir aujourd'hui. Donc après il y a eu la DAS, tu vois? Après ma maison elle a brûlé, donc maison, où je me sens bien, pas ouf et j'ai trouvé cette maison-là. D'ailleurs c'est drôle, hein, parce que j'ai vu l'annonce et j'ai dit: «Mais c'est ma maison en fait». Heu, moi qui aime pas du tout, déranger, j'y suis allée vraiment au culot en appelant l'agent immobilier en disant: «Écoutez, je vais être la première qui visite la maison, je veux que ce soit demain» parce que je partais après sur Paris, mais vraiment le culot quoi. J'ai fait la, mmh, la capricieuse
Et quand je suis arrivée dans les maisons, je suis juste arrivée sur le palier. J'ai ouvert la porte, j'ai dit c'est ma maison. C'était une évidence. Et bah, j'ai fait une offre, j'ai eu la maison et c'est ma maison quoi. Donc ça c'est une réussite d'avoir un lieu où je me sens bien en sécurité, c'est chouette. Tu connais l'histoire de cette maison? Oui, bah c'est une maison, elle est passionnante l'histoire parce qu'en fait avant c'était une bergerie. Donc on a retrouvé d'ailleurs des petits squelettes. C'était une bergerie et puis après c'est devenu une maison, mais c'est assez drôle parce que cette maison-là, la plupart des propriétaires sont jamais restés longtemps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était suite à une séparation, suite à un divorce, ils emménageaient dans la maison. C'est vraiment une maison de transition. Moi, je pense que je casse le cycle puisque je quitterai jamais ma maison. Et mais c'était vraiment un lieu de transition quand la la dernière propriétaire, c'était, une jeune femme avec son fils, maman solo, qui travaille dans la santé, qui a acheté mais transition, mais pour un renouveau parce qu'en fait, elle a acheté la maison en disant: «Voilà, fini les hommes, girl power» et cetera. Et puis elle a rencontré quelqu'un, elle est tombée enceinte et puis du coup elle vendait la maison parce qu'ils allaient s'installer autre part. Mais c'était toujours ça, c'est-à-dire que tu t'installes de toi en disant allez finito, je m'enferme. Et en fait ça ouvre sur quelque chose de nouveau. Donc c'est assez marrant. Trop Et chouette. ce qui est trop drôle, c'est que ma maison, en fait, vu que avant c'était la bergerie de la maison nettoyée qui est à côté, ce qui fait que bah, par exemple là ça a été refait, mais je me rendais compte que d'ici on pouvait le voir chez mon voisin, du coup des combles pareils, et surtout, et ça on va le voir l'année prochaine, il y a une cave secrète sous la terre entre les deux maisons. Et là où j'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir quoi. Donc c'est condamné de l'autre côté, hein, je suis pas une psychopathe, on n'est pas dans la série You, parce que c'est l'ancien propriétaire qui me l'a dit de l'autre maison. Mais ça servait de cave à vin, et cetera. Donc moi je vais aller voir ça, c'est trop marrant. Ouais, bah oui, il s'est peut-être passé des choses dans cette cave. Qui sait? C'est C'est quoi pour toi un échec? Moi je crois pas aux échecs parce que tout est expérience en fait. Donc je pense que dans la vie le but c'est d'essayer, de faire de son mieux en fait en fonction des moyens qu'on a. Donc je crois pas aux échecs. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Bah ça je crois que je me le suis dit à mes 17 ans quand je me suis tirée. Alors j'aime bien dire 17 ans et demi parce que je suis partie en août et j'ai eu 18 ans en décembre. Au moment où je me suis tirée en me disant mais pourquoi pas moi, je pourrais pas vivre ma vie quoi. Donc c'est là où je me le suis dit le plus fort. Et pouvoir apprendre, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais bête. Alors j'étais première de ma classe, hein, au collège, j'avais que ça. J'avais que les études et la lecture, moi, qui m'a sauvée. Donc j'étais persuadée que j'étais nulle en fait. Vraiment le syndrome de l'imposteur, il est assez fort, hein. Donc maintenant si je peux aller à la fac, je peux apprendre des choses, je peux réussir, je peux obtenir un diplôme, j'en suis capable quoi. Qu'est-ce que tu penses que la petite fille dirait si elle te voyait aujourd'hui? T'as le petit toi de 6 ans. Euh, Bah, je pense qu'elle nous féliciterait en disant bravo, t'as réussi. Et pas facile cette question. Euh, ouais, bravo, t'as réussi et continue sur cette voie. Maintenant, on est tranquille, quoi. On est en sécurité. Le mot sécurité est important pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à cette petite Isabelle de 6 ans? Tu vas réussir à partir, tu vas réussir à être libre. Par contre, mets pas trop de pierres sur le mur que tu es en train de construire, parce que tu vas galérer à les enlever après. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Ah, moi, j'y crois pas, ça, pareil. Je trouve que c'est très fataliste, en fait. Je supporte pas cette expression, choisir, c'est renoncer. Je trouve ça tellement triste. Parce que qu'est-ce qui fait que tu peux pas, alors, évidemment, tout est à nuancer. Et très souvent, en fait, c'est dans notre tête qu'on croit qu'on peut pas revenir en arrière pour changer. Donc, moi, j'ai pas l'impression que quand je fais des choix, je renonce à des trucs. C'est fataliste, c'est triste, en fait, ça fait peur. T'as l'impression que ce choix-là, ça va déterminer tout le reste de ta vie, alors qu'en vrai, bah, tu le droit de faire machine arrière et de faire un autre choix, hein, il y a rien qui t'en empêche. Bon, sauf si tu t'enlèves un œil, le remettre, ça va être compliqué, c'est pour ça que je dis que c'est hyper important de nuancer. Mais voilà, c'est non, tu regarde un tatouage, tu peux t'enlever les tatouages, donc tu peux toujours revenir en arrière. Mm.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? Bah, je veux dire quand j'étais plus jeune, c'était déjà, survivre. Aujourd'hui, ma plus grande difficulté, c'est, de créer des relations, profondes avec les autres. Hem, donc sans grande surprise, je me suis construite sur un stress post-traumatique qui a développé une anxiété, sociale assez forte. J'ai fait des tests, hein, le psychiatre il me dit: «Anxiété sociale sévère». OK, super. Et moi, les relations, ça me demande un effort parce que, bah, j'ai construit un mur autour de moi. Donc et j'ai peu de ressources sociales. Donc c'est tous les jours, tu vois? C'est tout bête, mais que j'ai un iPad, ou que je me sers des choses à faire, bah, je me dis: «Répondre à telle personne, répondre à telle personne». C'est pas du tout naturel chez moi de répondre, de relationner, de prendre des nouvelles. Ça veut pas dire que je pense pas à la personne ou que je regarde que mon nombril, mais ça a un coût énergétique, émotionnel, et c'est quelque chose que je travaille encore en psychothérapie aujourd'hui, parce que, bah, parfois je blesse des gens, hein, de: «Oui, tu réponds pas, tu t'en fous», et ben, beh, non, pas du tout, je t'adore, juste je sais pas te le dire et te le montrer, en fait. Donc j'apprends, c'est difficulté. Et d'ailleurs ma meilleure amie, bah, c'est une des rares personnes à qui je parle tous les jours, parce que ça me demande pas d'effort. Mais quand je lui avais dit cette phrase-là de: «Non mais ça me coûte, ça me demande», à elle en fait c'est tout, je m'aperçois que c'est tout l'inverse. Moi je suis tout le temps seule, elle n'est jamais seule. Jamais. Elle est toujours avec quelqu'un, pas moi en fait. Et je lui dis: «Mais moi ça me coûte». Elle m'a dit: «Mais c'est incroyable, c'est la première fois que j'entends ça en fait». Parce que là on a vraiment, 2 choses différentes, quoi. C'est quoi tes peurs dans la vie, maintenant? J'ai peur de laisser mon fils, j'en ai une grande peur, c'est j'ai peur de laisser mon fils, seul trop tôt. Mmh. C'est ma seule peur. Avant j'avais pas peur de la mort, maintenant j'ai pas peur d'essayer sur de l'autre côté, mais j'ai peur, en fait il y a 2 grandes peurs, hem, c'est le voilà, qu'il me perde trop tôt et qu'il soit pas assez près, et que je sois pas là le jour où lui, quand il sera un très, très vieux, vieillard, que je sois pas là physiquement pour lui tenir la main et dire: «T'inquiète, maman est là, ça va bien se passer». Ça, c'est les 2 grandes peurs. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? D'être moi, d'être qui je suis, et d'avoir stoppé, très rapidement les schémas toxiques, dans lesquels j'étais. Tu sais, très souvent quand tu as souffert, tu vomis cette souffrance sur les autres, et tu deviens très dangereux pour les autres, quoi. Mmh. Et moi, je pense que j'ai été dans ces schémas relationnels toxiques, mais davantage comme sauveuse, et d'avoir arrêté ça, tôt, et d'être bien avec moi-même et de pas faire payer les autres de ma souffrance, ça, je suis assez fière. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui? Et bah, cette fameuse, partie sombre, tu sais, dans notre société, c'est les victimes qui ont honte. Mmh. Moi, j'ai eu très honte d'être victime de mon passé et de ma partie sombre, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaie toujours d'être parfaite, réaction parfaite, et cetera, parce que, non, je peux pas avoir de partie sombre, c'est sale. Si j'ai une partie sombre, on va pas m'aimer, c'est et j'aurais voulu, et c'est le conseil que je donne, qu'on me dise: «Mais Elisa, tout le monde en a, elle est pas sale, c'est une partie de toi qui a manqué d'amour, c'est pas sale, en fait. Donc c'est pas grave, on t'aime quand même», tu vois? Même pas le «t'aime», point. J'aurais voulu qu'on me dise. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On m'en a pas donné, en jeune, on m'en a pas forcément donné, énormément. Hem, Quand j'étais, au foyer, si le conseil qu'on m'a donné, c'était quand j'étais pas obligée d'aimer mes parents, et ça m'a fait énormément de bien. Moi, je crois pas le concept de la parentalité, du fait que l'enfant, et je te le dis en tant que fille et en tant que mère, hein, hem, que, l'enfant, soit obligé d'aimer ses parents, en fait. Pour moi, c'est le parent qui aime et qui pardonne de façon inconditionnelle, mais moi, en tant qu'enfant, j'ai le droit de pas aimer mon parent. Et j'ai le droit, également de lui en vouloir, et j'ai le droit de stopper la relation. Comme par exemple, je dis toujours: «Mon fils, si un il a le droit de pas m'aimer non plus, en fait». Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que tu sais, il y a ce truc de ta mère, tu en as qu'une, bah, heureusement qu'on en a qu'une, merci, tu as vu déjà l'engin, merci, et si on en avait plusieurs, super. Et toi, ce concept de: «Bah, attends, j'ai rien demandé moi,
On m'a mis au monde et après on s'est demandé quel bruit ça allait faire si on marchait dessus. Et en plus de ça, faut que je sois redevable, il faut que je l'aime. C'est quoi ça? Donc, j'ai vraiment pris conscience de la différence entre le lien filial et l'autorité parentale. C'est-à-dire que maintenant que je suis libre et indépendante, ok, génétiquement, t'es ma mère. Mais toi et moi, maintenant, on n'a rien en commun et je te dois rien, en fait. Donc, bisous, quoi. Et ça, on a 10 ça au foyer, ça m'a fait beaucoup de bien. Mmh. Aujourd'hui, du coup, les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur toi, donc ils peuvent aller sur ton site, Les Oracles d'Isa. Il y a il y a. Mon compte Insta, Isabelle Serre. Après, moi, vraiment, je m'expose pour donner des outils, pour donner des pistes de réflexion. Euh, Hier, on m'a demandé si j'avais écrit un livre de témoignages, etc. Ça, je préfère que les personnes, elles s'intéressent à moi par rapport aux outils que je peux leur apporter, plutôt qu'à mon histoire, tu vois. Il y a le fait et ce qu'on en fait. Donc, par contre, je suis très drôle. J'adore qu'on dise que j'ai de l'humour. Alors ça, je sais pas. Attends, j'ai adoré la BD J'ai appris à danser sous la pluie qui était chez Exergue Graphique. J'ai trouvé ça hyper. Tu vois, je vais le laisser sortir pour mes enfants parce que je trouve que j'aime bien leur laisser les BD qui avec des témoignages d'histoire en disant bah voilà, regardez, bon, dans la vie, on peut toujours rebondir. C'est la seule et unique fois, oui, où je parle de mon histoire. Mais voilà, le but, c'était de montrer un parcours de résilience, en fait, parmi tant. Il y a beaucoup de choses qu'on a enlevées. C'est pas du tout côté pato. Le but, voilà, c'est de pas passer pour la queen ou pour la victime incessante. C'est pour te dire, regarde, tu peux tomber, mais tu peux te relever. Alors, le but, c'est pas de dire faites comme moi et d'être dans le biais du survivant. Toi, pas parce que je l'ai fait que tu peux le faire. Mais regarde, c'est possible. Il y a un autre chemin qui est possible. Ah, j'ai trouvé que en fait, il y a des choses qui sont dites entre les lignes, donc on comprend, mais on n'a pas besoin d'avoir non plus le détail. On comprend l'idée. Je trouve que c'est vraiment fait de façon très habile, donc bravo. Mais c'est grâce à Vincent. Merci. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, bah vraiment, c'est beaucoup le défi relationnel, hein, c'est-à-dire peut-être augmenter le nombre de relations que j'alimente parce que là, il y en a deux. Donc non, c'est toujours relationnel et puis toujours cette gestion d'anxiété sociale que je gère quand même beaucoup mieux qu'avant. Mais ça reste vraiment relationnel et le contact avec les autres, ça c'est mon grand défi, ça. S'il y a des personnes qui nous écoutent là et qui sont dans ce que j'appelle une zone de confort inconfortable, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Que le but, c'est pas de se faire du mal. Tu ne sortiras jamais de façon durable de ta zone de confort inconfortable. J'ai la même chose. En disant, bon, allez, vas-y, demain, je change du tout, finito. Tu sais, par exemple, tu jettes tous les gâteaux, machin, à la poubelle. Tu te dis, je vais faire 5 heures de sport par jour. Parce que ça, tu vas le faire une journée, voire deux, et après, tu vas t'enfermer de nouveau à double tour dans ta zone de confort inconfortable. En fait, il est hyper important d'avoir conscience qu'il n'y a pas de petits engagements ou de petites actions ou de petits objectifs. Ce sont que des pas vers soi. Donc moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est dire, OK, liste tout ce qui te convient plus dans, dans ta zone de confort. À côté de ça, mets les actions que tu as besoin écris les actions que tu as besoin de mettre en place pour que ces choses-là ne soient plus dans ta zone de confort. Et ensuite, les actions, tu vas les prioriser, tu vas les numéroter. Un, c'est l'action qui te fait sortir la moins de ta zone de confort. Ah, par exemple, 10, c'est celle où tu sors le plus de ta zone de confort. Et tu te concentres sur une action après l'autre. Tant qu'il y en a l'une, elle est pas faite, tu ne vas pas chez l'autre. Et ça, en fait, ça permet de sortir de sa zone de confort, mais sans se mettre en danger. Et puis, sans faire un peu les régimes yo-yo, tu vois. C'est-à-dire, tu t'appauvris de nourriture, tu t'affames pendant 3 semaines, et puis après, tu manges tout et n'importe quoi. Ça, c'est une très bonne méthode, je trouve, de faire. Trop chouette, merci pour le partage. Plaisir. Ça veut dire quoi pour toi être aligné? Eh ben, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Très simple, hein. C'est marrant, c'est la même réponse, de Julien Perron hier. Vous êtes connectés. Vous êtes connectés, en effet.
Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous? Un livre qui t'a particulièrement inspiré? Bah, là, actuellement, je suis en train de lire le nouveau livre de Stéphane Alix, La mort n'existe pas, j'aime le côté sensible de Stéphane Alix. Alors moi, après, c'est vrai que la lecture, je suis très éclectique. Là, tu vois, j'ai un autre livre que je suis en train de lire en même temps, c'est Les neurones miroirs. Ouais, Euh, passionnant. passionnant. J'ai lu Les confessions d'une psychopathe, d'une sociopathe. Euh, Par contre, le conseil que tu peux donner, c'est ne lisez pas que pour apprendre. Lisez aussi des choses qui vous font du bien. Moi, je sais que par exemple, je lis beaucoup Bernard Werber quand j'ai besoin un peu de m'évader. Je lis Bernard Werber, mais je lis toujours plusieurs livres en même temps et sur des choses différentes. Mais ça, c'est passionnant les neurones miroirs. Hein. Pas Mm. dans ce qu'on fait. Il est de qui le livre? Alors, j'ai peur de... c'est Guillermo. Alors, je vais le prénom, je supporte pas écorcher les prénoms. Alors, c'est Giacomo. Alors, Giacomo. Et Risolati. Rizolati. Top. Bon, pour ceux Odile Jacob. qui ont envie d'en savoir plus. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Merci à toi déjà pour ce mot de qualité. Un grand merci. Merci à ma meilleure amie Virginie qui fait qui a, qui a pardon, qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et qui est d'un très grand soutien. Merci à mon fils aussi d'avoir chamboulé ma vie, mais de l'avoir rendue beaucoup plus colorée et jolie. Et puis merci à moi de tous les jours donner le meilleur de moi-même pour être qui je suis. Et de tomber aussi. Merci à moi de tomber parce que je ne reste qu'humaine comme n'importe qui. Je tombe. Mais je me rattrape. Merci beaucoup, 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 Isabelle. Avec grand plaisir, merci à toi. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»